Euh, bonjour. Bon, voilà. Je vais faire une vidéo. L'image est très petite pour moi, mais je vois à peu près ce que ça donne. Voilà. Donc, je vais faire une vidéo sur mon livre. Voilà. De Marx à Mahomet. Bon. Donc, c'est un roman. C'est un roman qui se déroule à Rabat et qui tourne autour de l'islam politique. Bon. Et donc, vous savez, moi je fais souvent, enfin en général, mes romans ont un caractère politique, sociologique ou philosophique, etc. Alors, donc je vous explique le cadre du roman. Le cadre se passe à Rabat, la capitale du Maroc, essentiellement à la place Pétri. Pour ceux qui connaissent un peu Rabat, il paraît qu'elle a changé, elle s'appelle différemment aujourd'hui, mais enfin pendant des années, c'était la place centrale de Rabat. C'est-à-dire c'était un carré, un immense carré, entouré de cafés. Et comme c'était une place centrale, c'était un peu le lieu des discussions, des échanges. Il y avait toutes sortes de monde qui passait, qui venait. Et à la place Pétri, il y a ce qu'on appelle l'hôtel Pétri, c'est-à-dire un hôtel correct, moyen, mais il a une particularité, c'est qu'il a une salle où il organise des conférences un soir par semaine, littéraires et en français, ce qui est quand même assez remarquable en dehors des instituts étrangers. C'est probablement un des rares lieux, sinon le seul, qui organise ce genre de rencontres. Alors, il y a des personnages, je vous cite les personnages principaux. Il y a un écrivain algérien, d'origine algérienne, qui est très connu en France, qui est l'ami de Bernard-Henri Lévy, et que dans le roman j'appelle Boubou Sandal. Bon. Donc je suppose que ceux qui connaissent un petit peu pourront faire le rapprochement. Bon, je suis obligé d'utiliser des termes comme ça pour éviter des ennuis. Boubou Sandal va jouer un rôle important parce qu'on va le faire venir de France à Rabat pour faire une conférence contre l'islam politique. Mais je m'expliquerai plus tard ce détail. Alors, parmi les personnages, il y a le couple Nezha Alaoui et Rachid Seddiki. Pourquoi j'ai pris ce couple? Parce que pendant 2 ans, c'est deux universitaires, moins de 30 ans, des jeunes, et qui sont ensemble depuis 2 ans sans se marier, au vu et au su, et qui sont un petit peu le couple moderne de la place Pétri. Et ce couple va se déchirer, va se séparer. Rachid Seddiki va s'orienter vers une philosophie, une position plus religieuse, alors que Nza Alaoui, sa copine, va être l'accompagnatrice de Boubou Sandal quand il viendra au Maroc et va tourner vers une laïcité plus forte. Donc ce contraste va me permettre de traiter un peu des tendances qui traversent la société marocaine moderne. Et puis il y a le PJD, le parti parmi les personnages principaux. Le PJD, c'est le parti de justice et développement, qui est le parti en principe entre guillemets islamiste, parce que sa doctrine est basée sur l'islam. Et je veux montrer dans quelle mesure, comment ce parti représente l'islam politique, donc pourquoi il a échoué, et quel est son adversaire principal dans ce domaine, qui est le groupe islamiste entre guillemets, mais que les gens au Maroc connaissent, et qui s'appelle Adel Wali Hassan. Et puis il y a un personnage, disons, fondamental, qui mérite le titre, c'est-à-dire, encore une fois, voilà, non, voilà, de Marx à Mahomet.
c'est Abdelatif El-Hanabi. C'est un vieux militant, un vieux de la vieille, c'est-à-dire des années 60 et 70. Il a connu les prisons de Hassan II. C'était un extrémiste, en guillemets, ça veut dire un militant marxiste, communiste, qui allait au bout de sa logique, qui a fait la prison, etc. Bon, c'est un grand sociologue, un poète, etc. Personnellement, je ne le connais pas, mais disons, il m'a paru important de le mettre, ce personnage romancé, qui va avoir une conception particulière de l'islam. Alors, le thème du roman, c'est l'islam politique. Je vais vous lire la quatrième. Voilà, la quatrième de couverture. La puissance du lobby sioniste au Maroc est inversement proportionnelle à l'importance de la population juive. Managé depuis 4 décennies par les conseillers de la monarchie, il étend son influence grâce à des projets humanistes comme le projet Al-Adhan. C'est à Pétry que sera montée une de ses dernières opérations avec l'invitation du célèbre écrivain d'origine algérienne, chouchou du lobby sioniste français et de tous les islamophobes patentés. Sera-ce le coup de grâce porté à toutes les tentatives de faire de l'islam un vecteur de dignité et d'unité, ou l'amorce d'une prise de conscience pour se libérer de l'emprise étrangère, en nationalisant l'islam et ses valeurs intrinsèques? Pourquoi j'ai considéré que ce thème est important et méritait de faire l'objet d'un roman? Bon, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits autour, des essais, certainement des essais, mentionnés dans des romans aussi, mais j'ai voulu en faire principalement, fondamentalement, le sujet principal du roman. Parce que la société marocaine, à mon avis, est arrivée à une impasse politique ou à un équilibre qui perpétue le système avec ses inégalités sans donner l'espoir d'une sortie véritable. Alors que l'islam politique pouvait présenter une alternative, il a été méthodiquement diabolisé et bien dressé pour qu'il perde de son potentiel révolutionnaire avec la complicité voulue ou non du PJD. Le drame, l'ambivalence du PJD se voit dans cette cellule dont le chef Aziz Ouhani défend le principe de réalité contre la pureté révolutionnaire de Driss. Donc, quel est en fait le problème qui s'est posé à la société marocaine, comme dans d'autres probablement, mais moi, mon roman se déroule dans la société marocaine. Le problème qui s'est posé, c'est qu'il y a une société musulmane traditionnelle, avec des coutumes, avec des traditions très fortes, mais cette société-là n'est pas représentée en tant que telle, avec ses valeurs. On se tourne vers des partis à consonance étrangère. Le parti libéral, le parti communiste, le parti agricole, etc. Enfin bon, donc ce sont des partis qui ne représentaient pas ce courant qui est quand même fondamental. Et à partir des années 80-90, on l'a vu dans différents pays comme l'Algérie, comme l'Égypte, la Tunisie, il y a ce courant qui veut prendre son indépendance, de s'éloigner de l'Occident pour orienter l'évolution de la société dans un sens plus conforme aux valeurs de cette société-là, c'est-à-dire les valeurs de la religion, les valeurs de l'histoire, l'identité, la langue, les coutumes. Et il y a eu un parti qui s'est créé dans les années 90 qu'on appelle le PJD, le Parti de justice et de développement. Seulement ce parti, pour qu'il accède à, à se présenter aux élections, pour qu'il ait l'autorisation du roi de se présenter aux élections, il a fallu qu'il mette de l'eau dans son vin. Bon,
et donc qu'ils collaborent, qu'ils fassent des compromis. Et donc tout le problème du PJD, c'est-à-dire de l'application d'un islam politique dans la société marocaine, va se trouver confronté dans les contradictions au sein d'une cellule. J'ai imaginé une cellule du PJD à Rabat, où il y a le secrétaire général de la cellule qui est Aziz Jouhani, et un militant qui est Driss. Donc Aziz Jouhani représente le principe de réalité, c'est-à-dire nous voulons gouverner, nous avons des valeurs, mais il faut faire des compromis. On ne peut pas imposer nos valeurs tout le temps parce que sinon on ne pourra pas participer au gouvernement. Et là, le militant qui est Driss et qui dit non, non, c'est trahir nos électeurs. Donc je me suis dit, je vais vous lire quelques passages pour vous donner une idée de la problématique qui se déroule dans cette cellule et qui exprime la contradiction fondamentale. Est-il possible d'avoir un parti qui se repose, qui se fonde sur l'islam, donc un islam politique, c'est-à-dire dans le sens où on intègre l'islam à une, comment dire, à une orientation politique comme fondement de la politique d'un État. Par exemple, il y a cette visite de Boubou Sandal, dont on connaît les tendances sionistes. Vous savez que Boubou Sandal, il est allé à Jérusalem, à Al-Quds, et il s'est fait photographier auprès du mur de lamentation avec la kippa sur la tête, etc. Donc, au sein de cette cellule, on a demandé au chef du PJD pourquoi ne pas interdire la visite de Boubou Sandal. Il faut être cohérent avec ses principes. Si on est anti-sioniste, il ne faut pas laisser ce personnage entrer au Maroc. Et voilà ce que dit le chef de la cellule du PJD. Le boycott est une solution extrême, inopportune, inefficace et qui aura l'effet inverse. Que cherchons-nous? À combattre les compromissions de M. Sandal et de certains de nos compatriotes avec le régime sioniste. C'est un combat qui doit rester au niveau des idées, sans contrainte physique ou morale. Quelle image voulons-nous donner de notre pays? Le Maroc s'est acquis une réputation de tolérance, surtout lorsqu'il s'agit de la communauté juive. Car si j'ai bien compris, elle serait impliquée dans l'événement du Pétri. Alors, le PJD, il est mal à l'aise aussi avec, tout à l'heure j'ai présenté, il y a deux tendances, comment dire, de l'islam en tant que fondement d'une praxis politique. Il y a le parti officiel qui est le PJD, ça veut dire qu'il collabore avec la monarchie, qui participe aux élections, au gouvernement, ils ont eu un premier ministre, avec toutes les compromissions nécessaires, indispensables, donc il met beaucoup d'eau dans son vin. Ça veut dire que la corruption n'a pas changé, etc. Et d'un autre côté, au Maroc, il y a cette petite association qui s'appelle Adl wal Ihsan, c'est-à-dire justice, je crois, enfin, Adl, c'est justice et amélioration, quelque chose comme ça, mais qui ne veut pas participer à la politique. Donc, ils restent purs. Et ils font du boulot sur le terrain. Ça veut dire ils aident, ils font des ateliers de couture, d'informatique, des ateliers médicaux, etc. Et donc, évidemment, eux, ils ne se compromettent pas. Donc, leur réputation est toujours bien sauvegardée. Mais pour le chef du PJD, le chef de la cellule, pour lui, voici comment il voit cette association. Au fond, un responsable de section tel que Rouhani gardait une dose de défiance. À la réflexion, les ennemis irréductibles du PJD n'étaient plus les partis politiques traditionnels, à part les laïcs fanatisés de la société civile. Le Parti pour la justice et le développement était désormais accepté et participait avec bonheur aux manœuvres politiciennes sous la férule royale pour se partager les privilèges
prêtant ainsi le flanc aux critiques acerbes de l'autre grande formation islamiste, celle qui ne magouille pas, qui ne trempe pas dans les affaires, qui ne participe pas au cirque électoral et qui fait un travail de terrain tellement efficace que le régime en est réduit à violer ses propres règles démocratiques pour en venir à bout. Mais seulement le PJD, le Parti pour la justice et le développement, de compromission en compromission, va aller jusqu'à défendre le projet Aladdin. Et là maintenant, je vais vous dire ce que c'est le projet Aladdin. Le projet Aladdin a été créé en 2012 par André Azoulay, le conseiller du roi. Alors, le projet Aladdin, officiellement, il a été créé pour sensibiliser les populations musulmanes à l'Holocauste, à la Shoah. Bon, vous me direz quel est le lien? Ben, justement, il n'y a pas de lien, mais le génie, comment dire, de la propagande sioniste a fait en sorte, le projet Aladdin, c'est une réalité, hein, je veux dire, c'est pas, il a été créé réellement en 2012, et au Maroc, il a le soutien du roi, il a le soutien des partis politiques, et il organise des colloques sur la Shoah, etc. Et donc, à l'hôtel Pietri, j'ai imaginé que le projet Aladdin va envoyer Boubou Sandal à Rabat pour parler de l'islam politique. Et ce projet Aladdin, qui est fondamentalement pro-sioniste et qui veut instrumentaliser l'Holocauste auprès de la population marocaine, parce que le Maroc est le seul pays qui accepte le projet Aladdin. Donc, cette cellule du PJD de compromission en compromission va jusqu'à accepter le projet Aladdin. Ainsi, le chef du PJD dit ceci: quant au projet Aladdin, on est libre de l'apprécier ou de le critiquer. On peut être d'accord sur le concept, comme le font notre souverain et le gouvernement auquel le PJD participe. Que je sache, il est fondé sur des intentions louables. Et là, il va passer encore une étape fantastique, le PJD. Il va carrément prendre le fait et cause pour André Azoulay. Dans le roman, il ne s'appelle pas comme ça, mais enfin. Alors, à propos d'André Azoulay, que dans le roman j'ai appelé David Zoulalay, vous savez, Bziz, le fameux humoriste maghrébi marocain, il a appelé André Azoulay Zoulalay Zoulalay. Donc j'ai emprunté ce terme qui m'a fait beaucoup rire, et que donc, voilà, il parle comme ça, le chef du PJD, le chef de la cellule. Hein. Qu'on l'on veuille ou non, c'est un compatriote, un homme d'influence qui récolte des soutiens internationaux, économiques et diplomatiques en faveur de notre pays. Par ailleurs, c'est un juif marocain qui a aidé à établir des ponts avec la diaspora judéo-marocaine dans une perspective d'une réconciliation historique. Pourquoi j'ai opposé le chef de la cellule à Driss? C'est pour montrer que un parti qui se réclame des valeurs de l'islam, c'est-à-dire la justice, la non-corruption, l'égalité, etc., la défense des principes fondamentaux, à partir du moment où il participe aux combinaisons électorales, au gouvernement, il perd de sa nature même et il devient un parti de corruption. Et c'est un peu ce que va reprocher Driss, un militant que j'ai appelé Driss tout simplement, et qui va démissionner du parti parce que après 12 années de militantisme, il en a marre. Il se dit, c'est un parti qui non seulement trahit les électeurs, mais trahit même l'idéologie fondamentale d'un parti qui se veut fidèle aux valeurs de l'islam. Alors, il dit ceci, en guise de départ, il dit: avec le PJD, je pensais qu'un parti qui mettait en avant les valeurs de la religion et de la morale allait se comporter différemment.
c'est-à-dire avoir d'autres priorités que celle de revendiquer sa part du gâteau. Certes, en politique, il y a des compromis nécessaires, mais il me semblait que le PJD les aurait rejetés au nom de ses grands principes pour préserver ses valeurs et ne pas trahir la confiance de ses électeurs. Mais c'était une illusion. Un penseur français du XVIIIe siècle avait déjà écrit « Le pouvoir corrompt ». Mais la lutte pour le pouvoir, tout ce qu'on fait pour y arriver, conduit au cynisme et à la trahison. D'où ma question. Si c'est pour se conduire comme les autres partis politiques, pourquoi avoir créé le PJD? Ou alors l'islam était un créneau porteur comme le socialisme, le communisme, le libéralisme, le libéralisme, le régionalisme. Un créneau qui n'avait pas encore été exploité, d'où sa réussite, une réussite électorale qui n'a pas apporté des changements significatifs pour le peuple. Donc, à travers ce combat au sein du PJD, j'essaye d'introduire la problématique d'une possibilité d'un islam politique au Maroc. Je vous ai parlé de l'Anabi, Abdelatif l'Anabi. Encore une fois, c'était, comment dire, il y a un monsieur qui lui ressemble. Bon, encore une fois, je ne l'ai pas pris pour exemple, parce que je ne le connais pas. Je ne sais pas quelle évolution il a faite. Par contre, j'ai remarqué une chose. J'étais au Maroc, enfin, ces derniers temps, 1 à 2 fois par an, ces dernières années. Et j'ai rencontré des militants que je pouvais appeler de gauche. Et j'ai réalisé une chose qui m'a frappé. Beaucoup de ces militants se sont tournés, ne sont pas devenus islamistes. Pas du tout. Pas dans le sens où l'entend l'Occident, mais se sont tournés vers, comment dire, vers une pratique de l'islam. Je n'ai pas vraiment discuté avec eux, mais disons en tant que romancier, j'ai essayé d'imaginer qu'est-ce qui a pu se passer dans leur tête pour arriver à cette fin, pour arriver à intégrer une pratique de l'islam dans leur vie quotidienne, dans leur réflexion politique. Et donc, ce monsieur, là, Nabi, c'est ainsi, voilà comment il va juger le PJD et vous allez comprendre quelle est vraiment la problématique d'une introduction de l'islam dans une société musulmane. Est-ce qu'elle peut se faire par l'intermédiaire d'un parti politique dans des structures politiques traditionnelles, c'est-à-dire avec la corruption, avec la domination royale, etc. Vous savez, d'abord, je vais vous dire, je viens de voir un truc, c'est que il y a une différence quand on est un vrai opposant et quand on est, comment dire, une espèce de PJD, c'est-à-dire d'un parti qui accepte les compromissions. Vous savez qu'en 1999, à la mort de Hassan II, il y a eu le jeune roi, on l'a appelé le roi des pauvres. Enfin, bon, ça s'est révélé un coup de propagande extraordinaire. Il y a eu, bon, donc le roi qui avait suscité beaucoup d'espérance, parce qu'on s'est dit, voilà, il est jeune, il est moderne. Et l'Adl ou l'Ihsan, cette association quasi clandestine qui est pourchassée par la justice, par la police, juste parce qu'ils pratiquent des ateliers d'entraide. Le chef, le Cheikh Yassine, a écrit une lettre ouverte au roi et lui a dit, Majesté, si vraiment vous voulez inaugurer un nouveau Maroc, faites rentrer tous les milliards que votre famille a mis à l'étranger et distribuez-les aux pauvres, ou créez des emplois, ou créez des hôpitaux avec, etc. Évidemment, c'était d'une insolence extraordinaire, enfin, d'un courage. Moi, j'aurais dit d'un courage fabuleux.
quel homme politique en Maroc aurait osé faire ça? Et d'ailleurs, même le PJD a condamné même Abraham Sarfati. Vous savez, Abraham Sarfati qui était le très très grand opposant à Hassan II. Bon, il a fait 20 ans de prison, la torture, etc. Il a été exilé et il est rentré avec quand il y a eu le nouveau roi. Même Abraham Sarfati a trouvé cette lettre déplacée. C'est dire à quel point il y avait ce consensus, en grande partie hypocrite, parce que beaucoup de gens ont trouvé cette lettre fantastique. Mais il ne fallait pas le dire, et publiquement. Alors, l'Anabi dit comme ça. Décidément, la lettre de Cheikh Yassine remettait en cause quelques certitudes. Parce qu'il est de bon temps au Maroc, quand on parle de Adl Wali Hassan, de dire oh, c'est des extrémistes, c'est des fous, c'est des illuminés, etc. etc. Bon. Et donc, l'Anabi va, je veux dire, de marxiste athée, c'est pour ça que j'ai intitulé le roman de Marx à Mahomet. Lui, qui était marxiste athée, il va commencer à réfléchir sur comment évoluer dans cette société. Parce que, bon, après tout, voilà, on est indépendant depuis 60 ans et rien ne bouge. On a tout essayé. Bon, il y a des élections, mais qui veulent rien dire parce elles sont plus ou moins truquées. On se répartit le pouvoir. On a créé un PJD qui ne sert pas à grand-chose, etc. Un parti communiste qui collabore. Donc, finalement, comment on va s'en sortir? Et donc, lui, il se dit, décidément, la lettre de Cheikh Yassine remettait en cause quelques certitudes. Mao prétendait que le révolutionnaire agissait comme un poisson dans l'eau. Lui, l'Anabi, combien de contacts avait-il eu avec un paysan ou un ouvrier? Eh bien, le militant de Adl Wali Hassan œuvrait sur le terrain, animait des ateliers d'alphabétisation, d'initiation à la couture, etc. Il ne prétend pas renverser le régime, illusion dangereuse, mais servir le peuple, modestement, une goutte d'eau dans l'océan des besoins. Et c'est cette symbiose que Mao aurait exaltée, qui les rendait suspects. Pourquoi cette unanimité contre eux? Et pourquoi lui-même faisait-il l'amour à leur endroit? Pourquoi le parti religieux institutionnel était-il mieux considéré au point de participer au banquet des privilégiés? Dans tout système, on rejette ceux qui ne jouent pas le jeu. Dans un système fondé sur la corruption, la trahison par omission, et où la lâcheté de faire voter pour une nouvelle constitution qui perpétue l'absolutisme royal. On n'aime pas ceux qui mettent les pieds dans le plat, qui disent le roi est nu ou qui refusent de participer à la farce électorale. Regardez le PJD, le nombre de couleuvres avalées pour être enfin admis à cette kermesse. Donc, voilà, maintenant, comment va se passer. Il y a beaucoup de scènes qui se passent à Place Pétry dans les cafés. À un moment donné, je vous ai parlé du couple Sedeki à Nzahalaoui. Bon, donc Nzahalaoui va se détacher, va comprendre que son copain, c'est pas qu'il est devenu religieux, mais disons, il adopte une façon de penser, de raisonner, qui s'éloigne de la politique traditionnelle, de la conception traditionnelle de la politique. C'est-à-dire, bon, on sait très bien au Maroc, toutes les idéologies ont échoué. Ou alors on perpétue, il y a aujourd'hui un libéralisme, mais on ne peut pas dire qu'il a réussi puisqu'il perpétue et la corruption, les inégalités, etc. Les idéologies de contestation ont échoué. On est arrivé à un système où il y a une espèce de répartition du pouvoir avec un consensus général. Maintenant, pourquoi, enfin, je veux dire, il y a, parce que l'islam politique, en fait, il y a un point de vue de l'Occident qui vient éclairer la démarche des pays arabes. C'est-à-dire, le Maroc n'est pas seul
C'est-à-dire, le Maroc ne vit pas en autarcie idéologique. Le Maroc ne fait pas ce qu'il veut. Il y a l'Occident qui est là et qui le juge. L'Occident a jugé l'Algérie dont le peuple avait choisi les religieux. L'Occident a condamné le vote de l'Égypte, démocratique en Égypte, parce qu'il a mis des islamistes. Et la même chose en Tunisie. Par contre, l'Occident, il y a un islam politique totalitaire, totalement corrompu, mais qui a les grâces de l'Occident, qui est en Arabie Saoudite. C'est un islam politique qui s'épanouit avec la bénédiction de l'Occident. Donc, j'ai imaginé une scène dans cette place pétrie où tout le monde, enfin, où il y a beaucoup de discussions, etc. Il y a ce fameux Seddiqui qui est là et quelqu'un lui demande pourquoi l'Occident, quelle part l'Occident prend sur notre évolution. Et voici ce qu'il va répondre. Voilà, je préfère vous lire comme ça. Il y a des passages où la pensée se développe. Sur la démocratie, donc c'est Seddiqui qui parle, sur la démocratie représentative, il y aurait beaucoup à dire, mais ce n'est pas mon propos. Je voudrais revenir sur la prétention de l'Occident à en faire le pivot de la démocratie. Vous savez que l'Occident, il aime bien, quand il y a des élections dans le tiers-monde, il envoie des observateurs pour dire ah oui ou non, parce que l'Occident croit détenir, comment dire, le summum de la moralité politique. Et donc c'est lui qui donne des bons points ou de mauvais points. Donc, entre autres, la réalité des élections, la justice des élections. L'Occident dit toujours qu'il faut qu'il y ait des élections libres et démocratiques. On est d'accord. Bon, c'est la base même des critiques qu'il adresse aux pays du tiers-monde et en particulier au monde arabe. Je voudrais revenir sur la prétention de l'Occident à en faire le pivot de la démocratie. Ça veut dire la démocratie représentative, des élections libres. Nous aurions salué cette prétention si elle avait été dépourvue d'arrière-pensée coloniale. L'Occident s'est toujours accommodé des dictateurs arabes, dans la mesure où ils collaboraient servilement, tout en zigouillant les autres, exemple à Saddam Hussein. Cependant, il continue à nous bassiner, nous les peuples sous-développés, avec l'importance d'avoir des élections libres et d'en respecter le résultat. Je vais vous donner une preuve, une seule, mais éclatante, de sa mauvaise foi. En 2006, pour donner une légitimité à Mahmoud Abbas qui vient de succéder à Arafat, on avait organisé des élections en Palestine sous la supervision des Européens. L'une des rares élections libres et honnêtes dans un pays arabe depuis les indépendances. Et patatras, aux grandes dames de l'Occident, c'est le Hamas qui avait gagné, loyalement, magistralement, mais sa reconnaissance s'avérait très problématique, pour la raison essentielle que ce mouvement était intransigeant sur les conditions de la paix avec l'ennemi. Et puis cela aurait enlevé au régime sioniste son instrument de propagande favori d'être la seule démocratie de la région. Donc voilà qu'un des principes fondamentaux de l'Occident, qui dit oui, des élections, etc., tombe à l'eau lorsqu'une société arabe organise des élections libres et démocratiques sous la supervision européenne et dont le résultat n'est pas celui que l'Europe attend. Et là, et finalement, il y a une question qui se pose et à laquelle Seddiqui va répondre, enfin, ou que je mets dans sa bouche si vous voulez. Vous aurez remarqué qu'à chaque fois qu'il y a eu des élections libres et démocratiques dans un pays arabe,
que ce soit en Algérie, en 89, 90, en Palestine, en Égypte, en Tunisie, les religieux arrivent en tête. Pourquoi? Alors, voici l'explication. Pourquoi les partis religieux ont gagné toutes les élections? C'est d'abord la faillite des pouvoirs en place depuis les indépendances. Chez nous, la monarchie a éradiqué toutes les forces syndicales, socialistes, laïques, progressistes, communistes, révolutionnaires. Elle a introduit, et pas du Maroc, elle a introduit l'enseignement de la religion au détriment de la philosophie et de la sociologie, pensant que le sentiment religieux induirait à l'obéissance à l'autorité, comme cela s'est passé avec l'Église pendant des siècles en Occident. Le recours aux partis religieux peut aussi être vu comme un rejet de l'impérialisme occidental, qui a soutenu les dictatures arabes, agressé plusieurs pays frères et défendu le sionisme contre la Palestine. Mais il y a un élément qui mériterait d'être approfondi. La victoire du religieux est une revanche tardive sur les séquelles du colonialisme. Celui-ci nous a dépossédés sur les plans culturels, linguistiques, social, en nous imposant son mode de vie, ses goûts artistiques, son matérialisme outrancier, au point de nous pousser à nous auto-dénigrer, à chercher notre salut dans ses valeurs. Je ne dénigre pas l'Occident en tant que tel, mais à lui de choisir sa voie, mais je refuse qu'il nous l'impose, cherchant ainsi à perpétuer sa domination par d'autres moyens. Et là, le peuple a eu une compréhension instinctive dans l'enjeu civilisationnel. Sans maîtriser les outils intellectuels modernes, en puisant dans son histoire et ses traditions, le peuple, celui que l'élite regarde avec une certaine condescendance, a voulu récupérer une identité confisquée, une dignité bafouée, un mode de vie séculaire et harmonieux. Le peuple s'est reconnu dans ses formations religieuses, de manière inconsciente peut-être, mais si massivement que cela devrait nous interpeller. Alors, pourquoi l'Occident, il est vent debout contre l'islam politique? Alors, encore une fois, et là, l'Anabi va nous donner son point de vue. Alors, encore une fois, l'islam politique, il arrange l'Occident quand il est fait selon l'Arabie Saoudite. Ça, il n'y a pas de problème. Une société totalement soumise à un islam dur, avec des coups de fouet, on tranche les têtes, etc. Là, l'Occident ne se pose aucune question. Par contre, lorsque l'islam politique est vainqueur dans des pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, ça lui donne de l'urticaire. Et là, l'Anabi va nous expliquer pourquoi on a fait venir Boubou Sandal, ça c'est l'Anabi qui parle, on a fait venir Boubou Sandal au Maroc pour nous prévenir d'une terrible menace. Quelle est cette menace qui fait peur à l'Occident et à ses relais locaux? Que l'islam devienne un projet politique. Et là, en filigrane, attention, c'est un peu quand on dit, mais qu'est-ce que vous voulez avec cet islam politique? Eh bien, l'Anabi va donner des signes, des signaux, des éléments de réflexion. Quelle est cette menace qui fait peur à l'Occident et à ses relais locaux? Que l'islam devienne un projet politique, facteur d'unité et de résistance, porteur de valeurs telles que l'identité, la dignité, l'intégrité, la solidarité, et par-dessus tout dans l'autonomie. Nous ne pourrons jamais appliquer ce projet tant que nous resterons sous influence étrangère. Nous ne sommes pas libérés du colonialisme. L'Occident nous donne toujours des leçons de liberté et de démocratie, souvent par l'entremise de porte-parole musulmans complices. L'oligarchie mondialiste et son allié le Marzen promeuvent un islam canalisé, vidé de sa substance mobilisatrice, compatible avec le nouvel ordre mondial.
Et là, on demande à la Nabi à Place Pétry, bon, mais enfin, comment voyez-vous cet islam au Maroc? Comment on pourrait le réaliser? Et là, il dit ceci. L'islam, parce que quand on parle de l'islam politique, il ne faut pas imaginer, comment dire, une dictature religieuse. D'accord? Voilà, la vision d'un islam politique réaliste, moderniste, anti-impérialiste, voici comment la Nabi le voit. Et entre parenthèses, comment je le verrai aussi. L'islam est l'unique dimension qui réunit tous les Marocains. Je n'ai pas dit la pratique religieuse. L'islam a façonné l'être marocain depuis l'éternité. C'est un héritage indélébile. On peut ne pas être croyant ou pratiquant, comme beaucoup ici, j'imagine. On n'en vit pas moins sous son aile. C'est un élément d'identité par rapport à l'étranger, en général conquérant, d'où les complots pour le refaçonner. Il véhicule des valeurs qui peuvent nous servir de ciment national. C'est un repère infaillible. Que l'on me comprenne bien, mes engagements passés, trotskistes, athées, etc., mes engagements passés et mes écrits ne me rendent pas suspect d'une inclination intégriste. Je peux d'autant plus légitimement parler de l'islam en tant que potentialité révolutionnaire. Pourquoi croyez-vous qu'il subit toutes ces attaques venant de toutes parts? Ce n'est pas une guerre de religion que nous devons mener, mais un long processus de renaissance et d'indépendance. Et là, je vais terminer parce que bon, je vais arriver à la conclusion. L'islam politique a toujours, ce n'est pas nouveau, hein, ça a toujours été une des armes utilisées par le colonialisme et par l'impérialisme. Et je terminerai par cet exemple pour vous dire que tout ce qui se rapporte à l'islam et à sa pratique dans les rapports Occident-monde arabe, Occident-société arabe en France, il y a une dimension coloniale, une dimension de domination. Vous savez qu'en 1956, en pleine guerre d'Algérie, le colonialisme français a édicté, entre autres règlements, entre autres lois, a voulu dévoiler les filles algériennes. Il y a eu des campagnes. Je vous conseille de lire les écrits de Frantz Fanon, qui était pro-FLN, anticolonialiste, et qui avait beaucoup écrit là-dessus. Et c'était quoi? Qu'est-ce qu'il y avait derrière? On me dira, voilà, l'Occident veut libérer la fille algérienne, veut la sortir de son arriération. Il veut la mettre dans le monde moderne. Si c'était vrai, pourquoi pendant 130 ans les Algériens n'ont pas bénéficié d'une éducation, d'une vraie éducation comme les autres? Mais passons. Pourquoi le colonialisme français a voulu dévoiler, il y a des campagnes, on peut retrouver les affiches de l'époque, etc., pour créer la zizanie au sein des familles algériennes. C'est-à-dire, bon, je crois qu'il me dit que c'est presque, on a du mal, mais bon, je vais continuer, je vais terminer. En fait, il y a la zizanie, pour créer la zizanie, et donc c'est juste pour vous dire que tout ce qui tourne autour du voile, tout ce qui tourne autour de l'islam politique, de la pratique de l'islam, méfiez-vous de l'Occident. L'Occident a toujours été l'ennemi du monde arabe et il le sera toujours. Je vous remercie et à la prochaine.